Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Louis Kamako, Russe Dankovi et Credo Tété pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de l'Union africaine, l'esclavage, la déportation et la colonisation désignés désormais comme des crimes et génocides. Le 38e sommet de l'Union africaine tenu ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie a adopté plusieurs résolutions, parmi lesquelles cette reconnaissance, une résolution adoptée donc qui marque une étape importante dans les démarches pour la punition ou le règlement de certaines situations. L'esclavage, la déportation et la colonisation sont désormais officiellement reconnus par l'organisation africaine comme étant des crimes ou des génocides. Nous en parlons avec nos invités. Initiative portée par le Togo, la résolution a donc été adoptée. Cela permet d'émettre un cadre juridique international pour permettre au pays peut-être de demander réparation par rapport à ces torts qui sont causés surtout au continent africain. La parole est à vous, Credo Tété, pour vos analyses à l'initiative du Togo qui depuis un moment, on le voit à travers les déclarations du ministre togolais des Affaires étrangères, a initié cette résolution qui est adoptée par l'Union africaine. Oui, c'est une adoption qui n'est pas passée inaperçue parce que c'est une adoption à l'unanimité et cela a été le fruit d'un travail et il faut le dire, tu l'as dit, c'est une avancée majeure aujourd'hui qui est portée par le président togolais Faure Gnassingbé avec toute sa diplomatie agissante. Aujourd'hui, certes, le Togo est célébré pour son leadership, mais également c'est l'Union africaine qui s'en sort grandi parce que pour avoir su oser à un certain moment en adoptant cette résolution qui fait que l'esclavage, la déportation, la colonisation sont désormais perçus comme des crimes contre l'humanité et également un génocide contre les peuples d'Afrique. Donc, cela marque un tournant très décisif dans la lutte pour la reconnaissance et la réputation, disons, des injustices historiques qui ont été subies par l'Afrique et sa diaspora. Donc, ça va poser un problème. C'est pourquoi il faut aujourd'hui, après l'adoption de cette résolution, il faut mettre un mécanisme de travail en place, des stratégies pour essayer d'avancer un peu, tant soit peu, sur le sujet. Et je crois que le Togo s'est ensuite engagé à prendre langue, non seulement avec les instances de l'Union africaine, mais également avec tous les chefs d'État, les organisations de la société civile africaine et surtout les acteurs très dynamiques de la diaspora. Ils vont travailler sur des questions et le clou, je crois que cette question sera inscrite au 9e congrès panafricain que le Togo va accueillir en cette année, si tout va bien, d'ici le mois de décembre prochain. Donc, c'est une initiative fort appréciable pour le Togo, qui place le Togo dans le concert des nations, mais qui également confirme ce dynamisme au niveau de la diplomatie, qui prend en compte les réels problèmes que les Africains sont aujourd'hui en train de décrier face à tout ce que ces peuples ont suivi en termes de colonisation, en termes d'abus, en termes des actions. Donc c'est une décision, je le rappelle, qui a été prise à l'unanimité par les dirigeants africains, mais cette décision en fait répond à une demande pressante des peuples africains. Et ça, il faut le dire, parce qu'il y a eu une série de conférences du côté du Haïti et puis dans d'autres pays qui ont connu, disons, les germes de ces afro-descendants. Et également, il faut dire que l'ONU même était dans la logique d'aboutir à cette résolution si nous considérons le thème de l'année 2025 de l'Union africaine, et c'est la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations. Donc là, la thématique même de l'année de l'Union africaine incite à ce qu'on prenne des décisions de ce genre. Maintenant, que comprendre en 3 petits points de cette grande décision en termes d'incidence sur les peuples africains. Donc c'est que
ça nous rappelle un passé douloureux avec une projection vers un avenir de réparation parce qu'on doit parler après des mécanismes à mettre en place pour la réparation. Justement, je le disais tantôt, à mettre en place pour réparer. Mais également, c'est un message assez fort à cette communauté internationale qui s'est toujours cru intouchable. Les peuples africains sont dans un dynamisme de réveil. Et le troisième point que je voudrais, pour terminer, énumérer, c'est que nous avons devant nous un avenir de justice et de réconciliation. Merci beaucoup à vous, Credo Tété, Louis Kamako. Le Togo fait partie des pionniers en matière d'adoption de cette résolution pour arriver, comme je le disais, à ce sommet de l'Union africaine, à adopter cette résolution qui criminalise la colonisation, la déportation et d'autres formes de domination comme étant des crimes. Le Togo est l'initiateur. Aujourd'hui, la résolution est adoptée. On attend peut-être que les mesures soient prises pour leur mise en œuvre et pour obtenir réparation. Oui, bien évidemment, le Togo est l'initiateur d'un tel projet qui a été adopté. Je crois que unanimement on a été d'accord que l'esclavage a avili l'homme et que les conséquences qui ont découlé justement de cette pratique-là reste en fait une tâche indélébile aujourd'hui parce qu'on continue justement par vivre, par voir les séquelles, les segments d'un tel acte. Donc à un moment donné, il va falloir justement que réparation soit faite. Et donc je félicite en fait le Togo pour cette initiative-là. Heureusement que ça a porté et que le pays a été soutenu et suivi par l'ensemble, par tout un continent. Je crois que, comme je le disais, donc c'est un acte salutaire. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous voyez en fait sur le continent, tout porte à croire que l'esclavage dont on parle, l'esclavage qu'on dénonce aujourd'hui, n'est plus pratiqué par les bourreaux d'hier, c'est-à-dire les Occidents. Mais l'esclavage, c'est même en Afrique. Quand vous voyez, par exemple, ce qui se passe en Libye, avec des Noirs qui sont traités comme des animaux, je crois que tout cela laisse à désirer. À côté de la Libye, vous avez un pays comme la Mauritanie où la race noire ne vaut presque rien devant des autorités. Vous allez très loin dans les pays arabes, notamment dans le Maghreb, vous allez constater que la personne humaine ne vaut rien face à un arabe ou bien face à quelqu'un qui a la race blanche en fait, si je veux m'exprimer comme tel. Donc je crois que le sujet d'actualité malheureusement, et ceux qui pratiquent aujourd'hui l'esclavage, comme je le disais, ce ne sont plus les Occidents, mais l'esclavage c'est aujourd'hui entre les Africains même. Et donc je pense que à un moment donné, les attentions doivent être portées également dans ce sens-là. Maintenant, ce que je voudrais peut-être dire, qui va peut-être relancer le débat, c'est que c'est vrai, l'esclavage nous a fait du mal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent posent des actes qui montrent que réellement on veut sortir de l'esclavage? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas dans leur gouvernance cette façon-là de renvoyer encore la jeunesse ou bien la population vers les bourreaux? Je me le demande parce que quand vous lisez par exemple un économiste togolais comme Kakoum Nboupo dans sa dernière œuvre, dans son dernier ouvrage, l'Afrique et le reste du monde, de la dépendance à la souveraineté, Kakoum Nboupo nous parlait de ce qu'on appelle la déflagration dans les jours à venir. Parce qu'il dit que jusqu'à ce jour, il n'y a aucun pays africain qui est arrivé à mettre en place une politique de développement à l'intention de la jeunesse. Professeur d'université qu'il est, il nous dit dans cet ouvrage qu'à l'université de Lomé où il enseigne, ils sont 20 professeurs pour 20 000 étudiants. Et donc, automatiquement, ces étudiants-là... Attendez, non, je pense qu'on va... Non, mais je crois que c'est au niveau de la FASEG, donc je veux parler de la FASEG. Non, mais je parle justement de la FASEG. Non, je ne parle pas de l'université tout entière. Non, je parle de la FASEG. J'ai dit, professeur d'économie qu'il est, il enseigne à la FASEG, il disait qu'ils sont 20 professeurs pour 20 000 étudiants.
Donc, Bon, c'est ce que dit le professeur. En fait. Je pense que les faits sont là, on peut justement les vérifier. Donc, il sait que automatiquement, ces étudiants-là auront leur diplôme, mais à l'avenir, ils n'iront que grossir le taux de chômage. Et donc, ça veut dire que quand vous posez des actes du genre, et qu'à un moment donné, si jusqu'à 30 ans, le jeune n'a pas un emploi stable, il va justement aller se chercher ailleurs. Donc, c'est pour ça que je dis, pourquoi est-ce que nos dirigeants continuent pas à poser des actes qui renvoient les jeunes vers les bourreaux. Et donc, je crois qu'à un moment donné, c'est vrai de réclamer réparation, mais il faudrait qu'on se pose des bonnes questions. Quelle est la responsabilité, en fait, qui revient aujourd'hui aux dirigeants africains pour que ces genres de pratiques ne se répètent plus sous les cieux. Donc, je crois qu'on doit justement travailler à cela. Et quand vous voyez même dans l'époque coloniale, parce qu'on parle de la colonisation, avant que les pays ne soient accéder à la souveraineté internationale, on a ce qu'on a appelé régime de mandat. Et les pays ont été placés, il y a des pays qui ont été placés sous mandat de type A, d'autres sous mandat de type B, sous mandat de type C. Placer un pays sous mandat, sous régime mandat, veut dire que le pays n'a pas la maturité politique pour justement avoir son indépendance, ou bien les dirigeants n'ont pas la maturité politique pour gouverner. Et donc aujourd'hui, est-ce que réellement nous avons des dirigeants qui ont la maturité politique? Non. À 60 ans de l'indépendance, je crois que aujourd'hui on a noté un échec cuisant de la part des élites urbaines. C'est ce qui témoigne récemment la prise du pouvoir par les militaires dans les pays qui nous entourent. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation, elle est l'histoire, elle est là, mais aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent posent des actes, en fait, qui sont plus gravissimes que ce que nous avons connu il y a de cela plus de 60 ans. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, Horus Donkovi, l'Union africaine a adopté ces résolutions reconnaissant la déportation, l'esclavage et la colonisation comme étant des crimes, également des situations des génocides, une initiative essentiellement portée par l'État et soutenue par plusieurs autres pays qui vient aujourd'hui peut-être boucler une première partie en attendant que d'autres résolutions ne soient adoptées pour voir les procédures de réparation. Alors, bon, je trouve que pour moi, c'est très en retard. C'est très en retard, c'est à saluer, oui, mais c'est très en retard. Ça vient par exemple après l'initiative de Christiane Taubira. J'en ai un exemple. La France a reconnu cela bien avant l'Afrique, c'est étonnant. Quand on sait que c'est nous les victimes. C'est étonnant que ce soit maintenant qu'on le reconnaisse, quand on sait que c'est nous dans nos écoles qui apprenons à nos enfants Afrique, mon Afrique de Birago Diop, qui faisons, disons, qui inculquons à nos enfants coup de pilon de David Diop. Donc, on a parmi les pères de nos indépendances des personnes qui ont conceptualisé un certain nombre de processus et de procédés qui devaient nous amener à une réelle liberté. Mais la réalité africaine est celle-ci, c'est que est-ce que lorsque, souvent je fais cette figure-là pour que les gens comprennent un peu plus, lorsque vous avez une vache qui est attachée à un arbre avec une corde et que cette vache se met à gesticuler, qui réclame un peu plus d'espace, lorsque vous coupez la corde et que vous mettez un enclos autour de cette vache, est-ce que cette vache est libre? Et dans le processus, c'est à mon sens ce qui s'est passé, parce que il ne s'agit pas de reconnaître simplement l'esclavage, la déportation, la colonisation, les génocides qui se sont déroulés sur le continent. Il s'agit de comprendre en quoi cela s'est inscrit dans un processus économique mondial dont l'Afrique a été victime et qui continue et qui perdure. C'est cela qu'il s'agit. Il s'agit de voir comment on est passé de la contrainte violente et forcée au complexe et à l'imposition des goûts et des saveurs. Il s'agit de réévaluer à quel point nos paradigmes ont été déstructurés et restructurés afin que nous soyons serviles et que nous soyons assujettis permanemment. Il s'agit de voir comment l'esclave, qui malgré sa faiblesse résistait, est passé
est devenu lui-même le collabo de celui qui l'exploitait pour exploiter ses propres frères. Et ça, c'est un processus scientifique, à mon sens, de recherche de l'histoire, de déconstruction, de prise de décision qui doivent nous amener petit à petit à l'émancipation. Et je n'ai pas la sensation, à mon niveau, quand je donne des cours, je n'ai pas la sensation que cela se fait, parce que je m'aperçois que nos enfants, ceux qui nous suivent, nous-mêmes et même nos parents, perpétuons de génération en génération les complexes qui font que nous sommes maintenus assujettis. Lorsque vous partez dans un établissement, vous aurez toujours au sein de nos enfants le complexe du blanc, le complexe de l'arabe, le complexe du chinois. Vous aurez toujours chez nos enfants la préférence de ce qui vient de l'extérieur par rapport à ce qui est authentique, ce qui vient de nous. On aura toujours, comment dirais-je, le sens critique, le sens créatif de nos enfants qui sont brisés au détriment d'un conditionnement qui veut qu'ils aillent copier ailleurs. Et ça, ce sont des questions, pour moi, ce sont des questions qui sont essentielles parce qu'il ne s'agit pas simplement de reconnaître ce qui a été fait. Il s'agit de travailler sur l'impact négatif et les séquelles qui sont les nôtres actuellement afin de pouvoir les résoudre. Parce que jusqu'à présent, nous perpétuons les automatismes. Je vais terminer avec une anecdote banale, mais banale pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre. Lorsque vous allez dans la rue, je prends la rue Lomé, notre capitale, vous avez une succession de bars. Oui. Ces bars sont fournis par des brasseries. Ces brasseries, très souvent, ne nous appartiennent pas. La boisson qui est vendue, qui est comment dirais-je, conceptualisée par ces brasseries ne sont pas les nôtres. Alors, jusqu'à présent, au Togo, lorsqu'il s'agit de nos propres boissons, on les fait en cachette. Si par exemple on veut faire du sodabi, le meilleur sodabi est celui qui est fait en cachette. Le meilleur tchakpa, le meilleur tchouk est celui qui est fait en cachette. On n'a pas de bar magnifiquement fait, ayant pignon sur rue, parce que mentalement, de façon subliminale, ça nous ferait bizarre d'avoir un bar qui met bar tchoukoutou dans une belle bouteille avec un verre. C'est un processus et il vient de loin. Il vient du fait que pendant la colonisation, il y avait une répression farouche de la consommation de nos propres liqueurs et de nos propres boissons afin de pouvoir installer une nouvelle boisson. Ça a l'air de rien. Mais quand on fait un processus, on essaie de faire un suivi économique de la chose, de ce qu'on aurait pu cultiver, des emplois qu'on aurait pu créer, des choses qu'on aurait pu, vendre, de l'image nationale, culturelle qu'on aurait pu faire valoir à l'extérieur. Comme cela se fait, je vais terminer avec juste cette chute-là, comme cela se fait quand il y a la fête de la bière, où on fait venir quoi ? Un groupe bavarois. Je donne un exemple. Ça a l'air de rien, mais ça se répercute à chaque strate. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.